toutes et bienvenue dans ce nouvel atelier. Tu n'as peut-être pas un problème d'organisation, tu as peut-être du mal à recevoir de l'aide. Avant de commencer, je t'invite à me poser tes questions sous la vidéo. J'y répondrai à la fin de cet atelier ou si tu regardes en replay, je te répondrai sous ton commentaire sur YouTube. On va commencer. Donc, tu n'as peut-être pas un problème d'organisation, tu as peut-être du mal à recevoir de l'aide. Avant de commencer, si tu t'intéresses au fonctionnement du système nerveux et surtout à la manière dont il peut influencer ta façon de travailler, de prendre tes décisions et de développer ton entreprise, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de retrouver les prochaines vidéos que je publierai sur ces sujets. Si tu ne me connais pas encore, je suis Claudie Bilbaud. Je suis coach spécialisée dans la régulation du système nerveux, formée à la théorie polyvagale et je suis également énergéticienne. J'accompagne les femmes entrepreneurs à quitter le mode survie pour arrêter de saboter leurs propres résultats. Et aujourd'hui, j'ai envie que l'on parle d'une situation extrêmement courante chez les entrepreneurs. Cette impression de devoir toujours tout gérer. Peut-être que tu connais ça. Ta journée commence et tu sais exactement tout ce que tu dois faire. Il y a les messages auxquels il faut répondre, un document à terminer, une publication à préparer, une facture à envoyer, une cliente à accompagner, un problème technique à régler, une décision que tu repousses depuis quelques jours. Et au milieu de tout ça, il y a probablement aussi des choses que tu aimerais développer dans ton entreprise, une nouvelle offre, un projet, une collaboration, quelque chose que tu aimerais enfin prendre le temps de construire. Sauf que ces choses-là passent régulièrement après tout le reste. Alors, tu cherches comment mieux t'organiser, tu déplaces des choses dans ton agenda, tu bloques des créneaux, tu essaies de nouvelles façons de gérer tes priorités, tu télécharges peut-être une application, tu fais une liste, puis une autre. Et malgré tout ça, quelques semaines plus tard, tu peux retrouver exactement la même sensation si toi, tu ne t'en occupes pas, ça ne sera pas fait. C'est là que j'ai envie de t'amener aujourd'hui, parce qu'il est possible que ton problème ne soit pas uniquement un problème d'organisation. Il est possible que tu sois même très organisé. Quand tu portes beaucoup de choses depuis longtemps, tu apprends justement à devenir efficace. Tu sais passer rapidement d'une tâche à l'autre. Tu sais gérer les imprévus. Tu sais trouver une solution lorsqu'un problème apparaît. Tu sais faire énormément de choses seul. Et c'est précisément ce qui peut rendre le problème difficile à voir. Parce que ton fonctionnement marche. Tu arrives à faire ce qu'il faut. Tu tiens ton activité, les choses avancent. Mais la question devient, à quel prix? Et surtout, pourquoi est-ce que tout continue à passer par toi? Pourquoi est-ce que certaines tâches restent entre tes mains alors qu'elles pourraient être confiées à quelqu'un? Pourquoi est-ce que demander de l'aide peut parfois être plus compliqué que simplement faire toi-même? Pourquoi est-ce que tu peux déléguer quelque chose et continuer malgré tout à y penser? Aujourd'hui, je ne vais donc pas te parler de la meilleure application pour organiser tes journées. Je ne vais pas non plus te donner une méthode de délégation en 5 étapes. Je veux regarder ce qu'il peut y avoir derrière cette difficulté à recevoir de l'aide. Parce qu'une entrepreneur peut parfaitement comprendre qu'elle a besoin d'aide, avoir les moyens de demander cette aide, trouver quelqu'un de compétent et malgré tout, continuer à avoir beaucoup de mal à réellement déposer une partie de ce qu'elle porte. Et c'est là que le système nerveux devient particulièrement intéressant. Parce que derrière chaque comportement qui paraisse complètement rationnel, il peut y avoir une recherche de sécurité dont tu n'as pas forcément conscience. Et c'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes 4 choses. La première, c'est pourquoi tu peux continuer à tout porter seul alors même que tu sais
que ce fonctionnement te demande énormément. Et je précise bien, même lorsque tu le sais. Parce que c'est une situation qui peut être très frustrante, trop frustrante. Tu peux être parfaitement consciente que tu devrais lâcher certaines tâches. Tu peux savoir que tu n'as pas besoin de répondre toi-même à tous les messages. Tu peux savoir que quelqu'un d'autre pourrait gérer une partie de ton administratif. Tu peux savoir qu'il serait préférable que certaines choses ne dépendent plus uniquement de toi. Le savoir ne signifie pas forcément que tu arrives à le faire. Et lorsqu'on ne comprend pas pourquoi, on peut facilement se juger. On se demande pourquoi on continue, pourquoi on n'applique pas ce que l'on sait, pourquoi on retombe toujours dans les mêmes habitudes. Nous allons donc regarder ce mécanisme. La deuxième chose que tu vas comprendre, c'est pourquoi recevoir de l'aide peut être difficile même lorsque tu en as besoin. Parce qu'il y a une différence entre avoir besoin d'aide et pouvoir réellement la recevoir. Imagine que quelqu'un te dise « Je peux m'en occuper pour toi ». Qu'est-ce qui se passe immédiatement dans ta tête? Est-ce que tu ressens du soulagement? Ou est-ce qu'une deuxième pensée arrive presque tout de suite? Oui, mais il va falloir que je lui explique. Je ne sais pas si elle va faire comme je veux. Je vais devoir vérifier. Finalement, ça ira peut-être plus vite si je le fais. C'est précisément cet espace entre le besoin d'aide et la capacité à la recevoir qui va nous intéresser. La troisième chose que nous allons voir, c'est le rôle du système nerveux. Parce qu'à première vue, on pourrait se demander ce que la théorie polymagale vient faire dans une histoire de délégation. Et pourtant, lorsque l'on comprend que ton système nerveux cherche en permanence à évaluer la sécurité et le danger, certains comportements prennent une autre logique. Contrôler, anticiper, vérifier, faire soi-même, éviter de dépendre de quelqu'un. Tous ces comportements peuvent avoir une fonction. Et enfin, nous allons faire le lien avec ton entreprise. Parce que je ne peux pas rester dans quelque chose d'abstrait. Si ce fonctionnement existe, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'il te coûte en temps? Qu'est-ce qu'il te coûte en énergie? Qu'est-ce qu'il change dans tes décisions? Et surtout, qu'est-ce qui se passe lorsque ton entreprise grandit, mais que tu continues à fonctionner comme si tout devait encore dépendre de toi? C'est vraiment le fil conducteur de cet atelier. Partir d'un comportement extrêmement concret que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, puis regarder progressivement ce qui peut se jouer derrière et ce que cela produit dans l'entreprise. Je vais le faire moi-même, ce sera plus simple. Je voudrais maintenant partir d'une phrase toute simple. Cette phrase, je vais le faire moi-même, ce sera plus simple. Je pense que tu l'as déjà dit. Et le problème, c'est qu'elle est souvent vraie. Tu as besoin qu'une tâche soit réalisée. Tu pourrais la confier à quelqu'un. Mais pour la confier, il faut expliquer ce que tu veux. Peut-être préparer les informations, répondre à des questions, attendre, puis vérifier le résultat. Alors que toi, tu sais déjà faire. Tu ouvres ton ordinateur, tu t'en occupes et hop, 20 minutes plus tard, c'est terminé. Sur cette tâche précise, faire toi-même peut réellement être plus rapide. C'est donc très facile de justifier ce choix. Le problème commence lorsque cette décision est répétée sur des dizaines de tâches. Prenons quelque chose de très banal. Tu dois envoyer régulièrement un même type de document. La première fois, évidemment, tu le fais. Puis la semaine suivante, tu le refais. Au bout de quelques mois, tu maîtrises parfaitement la tâche. À ce moment-là, quelqu'un pourrait peut-être le faire à ta place. Mais pour transmettre, tu devrais prendre du temps maintenant. Alors tu te dis, je verrai plus tard. Et tu continues. Ce mécanisme peut se répéter partout. Tu gardes une petite tâche administrative, puis une autre. Puis une partie de ta communication, puis certaines réponses, puis les rendez-vous, puis les factures. Aucune de ces tâches prise
individuellement ne semblent énormes, mais leur accumulation finit par remplir une grande partie de tes journées. Et j'aimerais que l'on regarde quelque chose de plus subtil. Quand tu réalises toi-même une tâche que tu maîtrises, tu n'obtiens pas seulement un résultat, tu obtiens également de la prévisibilité. Tu sais exactement ce que tu vas faire, tu sais comment, tu sais combien de temps cela va approximativement prendre. Tu connais la qualité du résultat et si quelque chose ne va pas, tu peux intervenir immédiatement. Tout cela réduit énormément l'incertitude. À l'inverse, dès qu'une autre personne intervient, tu perds une partie de cette prévisibilité. Même si cette personne est compétente, c'est important. Je ne parle pas ici d'une situation dans laquelle tu aurais confié quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas faire. Je parle d'une aide parfaitement correcte. Même dans cette situation, tu ne maîtrises plus exactement chaque étape. Et pour certaines personnes, cette différence est presque anodine. Pour d'autres, elle crée rapidement de la tension. Et c'est là que la phrase «je fais le faire moi-même, ça sera plus simple» devient intéressante. Parce que le plus simple peut vouloir dire plusieurs choses. Cela peut réellement vouloir dire «cela me prendra moins de temps aujourd'hui». Mais cela peut aussi vouloir dire «je saurai exactement ce qui se passe. Je n'aurai pas besoin d'attendre. Je n'aurai pas à dépendre de quelqu'un. Je pourrai vérifier immédiatement». Autrement dit, faire toi-même peut également être la solution qui contient le moins d'incertitude. Et lorsque l'on commence à voir cette différence, on peut regarder la difficulté à recevoir de l'aide autrement. Maintenant, faisons exactement l'inverse. Cette fois, tu acceptes de recevoir de l'aide. Imaginons que tu confies une tâche que tu fais habituellement toi-même. Tu expliques ce que tu attends, tu donnes les informations nécessaires, puis la personne commence à travailler. À partir de ce moment-là, tu ne contrôles plus exactement ce qui se passe. Tu peux avoir fixé un cadre très précis. Tu peux avoir choisi quelqu'un de compétent. Tu peux avoir donné toutes les informations nécessaires. Il reste malgré tout une part d'incertitude. Peut-être que cette personne va utiliser une méthode différente. Peut-être qu'elle va te poser une question à laquelle tu n'avais pas pensé. Peut-être que le résultat sera bon mais différent de celui que tu aurais créé. Et surtout, pendant un certain temps, tu dois attendre. C'est quelque chose que l'on oublie souvent lorsque l'on parle de délégation. Déléguer demande aussi de pouvoir attendre sans reprendre immédiatement la main. Les informations lundi. Le travail doit être terminé mercredi. Entre lundi et mercredi, la tâche existe toujours, mais elle n'est plus sous ton contrôle direct. Que fais-tu de cet espace? Est-ce que tu arrives réellement à passer à autre chose ou est-ce qu'une partie de ton attention reste dessus? Tu regardes si tu as reçu un message. Tu te demandes où la personne en est. Tu réfléchis à ce que tu feras si ce n'est pas terminé mercredi. Tu envisages déjà de reprendre toi-même. Et pourtant, objectivement, rien ne s'est mal passé. Nous sommes simplement mardi. La personne a encore largement le temps. C'est exactement ce genre de situation qui permet de voir la différence entre le danger réel et la sensation intérieure créée par l'incertitude. Tu peux savoir rationnellement qu'il n'y a aucun problème et ressentir malgré tout un besoin d'agir. C'est aussi ce qui peut se passer lorsque quelqu'un fait différemment de toi. Le résultat est correct, mais ce n'est pas ta manière. Et parfois, cette différence suffit à créer de l'inconfort. Alors, tu corriges, tu ajustes, tu expliques davantage. Et progressivement, tu reprends une partie de la tâche. Le problème, c'est que tu peux ensuite conclure que déléguer te demande énormément de temps. Alors qu'une partie de ce temps est peut-être justement liée à la difficulté à laisser exister cette différence. Recevoir de l'aide demande donc bien plus que savoir donner une consigne. Cela demande également de pouvoir rester suffisamment à l'aise lorsqu'une partie de ce qui se passe dans ton entreprise n'est plus entièrement entre tes mains. Et cette capacité n'est pas uniquement une compétence professionnelle, elle est aussi liée à la manière dont ton système nerveux
réagit à cette perte de prévisibilité? Ton système nerveux cherche la sécurité. Et c'est ici que nous allons vraiment commencer à en parler de ce système nerveux. Pour comprendre la suite, il faut garder quelque chose de très simple en tête. Ton système nerveux contribue en permanence à ta protection. Il reçoit des informations sur ce qui se passe autour de toi, sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et sur tes interactions avec les autres. Et en fonction de ces informations, ton état peut évoluer. Lorsque ton système nerveux dispose de suffisamment d'indices de sécurité, certaines choses deviennent plus accessibles. Tu peux réfléchir avec davantage de recul. Tu peux être curieuse. Tu peux créer. Tu peux échanger avec quelqu'un. Tu peux écouter une autre proposition sans ressentir immédiatement le besoin de te défendre ou de reprendre la main. Lorsque davantage de danger est perçu, ton organisme peut au contraire mobiliser des réponses de protection. Et j'insiste sur le mot perçu. Parce que nous n'avons pas besoin d'être objectivement en danger pour que notre système nerveux réagisse. Et c'est extrêmement important pour comprendre ce qui va suivre. Imagine simplement que tu attends une réponse importante. Ton téléphone vibre. Avant même d'avoir lu le message, ton corps peut déjà réagir. Ton cœur peut accélérer légèrement. Ton ventre peut se contracter. Ta respiration peut changer. Pourtant, tu ne sais même pas encore ce qui est écrit. Le corps ne fonctionne pas uniquement à partir de l'analyse rationnelle que tu fais après coup. Et dans ton entreprise, ce principe continue évidemment d'exister. Ton système nerveux ne disparaît pas lorsque tu ouvres ton ordinateur. Il est présent lorsque tu prends une décision, lorsque tu publies quelque chose, lorsque tu attends la réponse d'une cliente, lorsque tu fixes un tarif, lorsque tu demandes de l'aide, lorsque tu confies une tâche, lorsque tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. C'est pour cette raison que certains comportements professionnels peuvent également être regardés sous l'angle de la sécurité. Si contrôler une situation diminue rapidement ton inconfort, ton système nerveux peut apprendre que le contrôle est efficace. Si faire toi-même te permet de ne pas dépendre d'une autre personne, cela peut également devenir une stratégie particulièrement confortable. Encore une fois, cela ne signifie pas que chaque fois que tu fais quelque chose, ton système nerveux est en mode de protection. Ce serait beaucoup trop simpliste. Ce qui nous intéresse, c'est la répétition. Le moment où tu aimerais fonctionner autrement ou rationnellement tu pourrais fonctionner autrement, mais où tu te retrouves malgré tout à reproduire le même comportement. C'est là que cela devient intéressant de se demander qu'est-ce que ce comportement m'apporte immédiatement. Et parfois la réponse n'est pas seulement ça va plus vite. La réponse peut également être je sais ce qui se passe, je maîtrise, je ne dépends de personne. Autrement dit, la situation redevient plus prévisible. Et pour un système nerveux qui recherche de la sécurité, la prévisibilité peut avoir énormément de valeur. Dans la slide suivante, nous allons justement voir comment ton système nerveux réalise cette évaluation sans attendre que tu aies consciemment analysé toute la situation. Pour comprendre pourquoi ton corps peut réagir alors que rationnellement tu sais qu'il n'y a pas de problème, il faut que je te parle d'un concept de la théorie polyvagale, la neuroception. La neuroception, c'est cette capacité de ton système nerveux à évaluer en permanence les indices de sécurité et de danger sans que tu aies besoin d'y réfléchir consciemment. C'est le subconscient. Autrement dit, ton système nerveux ne te demande pas ton avis avant de commencer à réagir. Et c'est important parce qu'on essaie souvent de résoudre ce type de difficulté uniquement avec notre tête. Tu te dis, je sais que cette personne est compétente. Je sais que je peux lui faire confiance. Je sais qu'elle peut très bien
faire cette tâche sans moi. Tout cela peut être parfaitement vrai. Mais ce n'est pas parce que tu le sais intellectuellement que ton système nerveux reçoit automatiquement suffisamment d'indices de sécurité. Prenons une situation très concrète. Tu travailles avec quelqu'un pour la première fois. Tu lui confies quelque chose que tu as toujours fait toi-même. Vous avez pris le temps d'en parler, la personne a compris, elle a les compétences, vous avez fixé une date, objectivement, il n'y a aucun problème. Et pourtant, 1 heure plus tard, tu repenses à cette tâche. Tu te demandes si tu as été suffisamment clair. Puis une pensée arrive. J'aurais peut-être dû lui préciser ça. Tu envoies un message supplémentaire, un peu plus tard. Est-ce que j'ai bien envoyé le bon document? Tu vérifies. Puis tu retournes travailler. Mais la tâche revient encore dans ta tête. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu n'as pas nécessairement décidé, je vais maintenant m'inquiéter pendant 2 jours. Cela se produit. Ton attention revient vers la situation. Ton corps peut être légèrement tendu, tu peux ressentir l'envie de vérifier. C'est là que la notion de neuroception devient intéressante. Parce que ton système nerveux utilise énormément d'informations pour évaluer ce qui se passe. Et cette évaluation n'est pas uniquement consciente. Il peut donc y avoir un décalage entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Tu sais que tout va bien et pourtant tu restes vigilante. Ce décalage, beaucoup de personnes essaient de le résoudre en se raisonnant. Arrête d'y penser, fais confiance, lâche prise. Mais si c'était aussi simple, il suffirait de se dire une fois tout va bien et le problème serait réglé. Or, tu sais très bien que cela ne fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est exactement pour cette raison que deux entrepreneurs peuvent réagir très différemment à exactement la même situation. L'une confie une tâche et passe immédiatement à autre chose. L'autre confie exactement la même tâche et continue à y penser pendant plusieurs heures. La tâche est la même. La personne à qui elle est confiée peut être tout aussi compétente. Mais leur système nerveux ne traite pas nécessairement la situation de la même manière. Et cette différence ne signifie pas que l'une est meilleure entrepreneur que l'autre. Elle nous montre simplement que nous n'avons pas toute la même histoire, les mêmes expériences, ni même les mêmes stratégies de protection. C'est pour cela que je trouve important de comprendre ce mécanisme avant de vouloir modifier le comportement. Parce que sinon, tu peux passer tout le temps à te dire, je devrais réussir à faire confiance, je devrais arrêter de vérifier, je devrais être capable de déléguer. Tu ajoutes alors du jugement à une réaction qui au départ est automatique. La neuroception permet justement de comprendre pourquoi la volonté n'a pas toujours le dernier mot. Et maintenant, nous allons voir pourquoi un comportement aussi banal que contrôler peut progressivement devenir quelque chose de particulièrement rassurant pour ton système nerveux. Je veux que l'on regarde le contrôle sans le juger, parce que le mot contrôle est souvent utilisé de manière négative. On entend il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Tu dois lâcher prise. Mais si tu fonctionnes comme ça depuis longtemps, te dire simplement d'arrêter ne t'aide pas beaucoup. Il est plus intéressant de comprendre ce que le contrôle t'apporte. Imagine que tu dois publier quelque chose d'important. Si tu prépares toi-même le contenu, tu connais chaque phrase. Tu sais quelle image sera utilisée. Tu sais à quelle heure cela sera publié. Tu peux relire avant. Tout est prévisible. Maintenant, tu confies cette publication à quelqu'un. La personne est parfaitement capable de le faire, mais tu ne vois plus chaque étape. Tu ne sais pas nécessairement à quel moment elle prépare le contenu. Je coupe juste le micro de 2 secondes pour appeler Shadow. Bon, quand elle sera décidée.
Donc, tu ne sais pas nécessairement à quel moment elle prépare le contenu. Tu dois attendre le résultat. Il y a donc davantage d'inconnus. Si tu vérifies ensuite le travail, qu'est-ce qui se passe? Tu obtiens immédiatement des informations. Tu vois ce qui a été fait. Tu sais si cela te convient. Tu sais s'il faut modifier quelque chose. L'incertitude diminue. Et si cette diminution de l'incertitude entraîne également une diminution de ta tension, ton système nerveux vient d'obtenir quelque chose. Il a appris, quand je vérifie, je me sens mieux. Et c'est très différent de dire simplement, je suis une personne contrôlante, parce que là, on commence à comprendre la fonction du comportement. Le même phénomène peut apparaître avec l'anticipation. Tu prépares toutes les possibilités. Tu réfléchis à ce qui pourrait mal se passer. Tu imagines une solution pour chaque problème. Cela demande beaucoup d'énergie, mais cela te donne l'impression d'être prête. Et si tu es prête, il y a moins d'inconnus. On peut retrouver exactement la même logique avec le fait de tout savoir. Certaines entrepreneurs veulent être au courant de chaque détail. Pas forcément parce qu'elles veulent intervenir partout, simplement parce que savoir ce qui se passe réduit leur inconfort. Le problème n'est donc pas le contrôle en lui-même. Nous avons tous besoin d'un certain niveau de contrôle dans notre vie et dans notre entreprise. Le problème apparaît lorsque tu n'as plus vraiment le choix. Lorsque ne pas vérifier devient inconfortable. Lorsque tu sais qu'une tâche est entre de bonnes mains, mais que tu ressens malgré tout le besoin de surveiller. Lorsque tu pars quelques heures et que tu continues à regarder ce qui se passe. Lorsque quelqu'un peut prendre une décision simple sans toi, mais que tu préfères qu'on te demande systématiquement. À ce moment-là, le contrôle peut commencer à te coûter davantage qu'il ne t'aide. Et c'est là que nous retrouvons la difficulté de recevoir de l'aide. Parce que recevoir de l'aide demande précisément de renoncer à une petite partie de cette maîtrise. Pas à toute ta responsabilité, pas à ton rôle de dirigeante, mais à cette possibilité de savoir et de contrôler chaque détail à chaque instant. Si ton système nerveux a appris que contrôler permet de retrouver rapidement davantage de sécurité, on comprend beaucoup mieux pourquoi déléguer peut créer une résistance. Tu ne renonces pas seulement à une tâche, tu renonces temporairement à une stratégie qui t'a peut-être permis pendant longtemps de te sentir plus en sécurité. Et c'est une différence fondamentale. Maintenant que nous avons compris ça, regardons ce qui se passe lorsque tu reçois réellement de l'aide. Parce que recevoir de l'aide modifie forcément une partie de la prévisibilité. Prenons la délégation. Tu as peut-être défini le résultat attendu, tu as expliqué la tâche. Mais tu ne peux pas contrôler chaque geste de la personne pendant qu'elle travaille. Sinon, évidemment, ce n'est plus vraiment de la délégation. Il faut donc accepter une marge. La personne peut avoir une autre façon de s'organiser. Elle peut commencer par une étape que toi, tu aurais faite à la fin. Elle peut utiliser d'autres mots. Elle peut avoir besoin d'un peu plus de temps les premières fois. Et cela peut être particulièrement intéressant à observer lorsqu'au final, le résultat est bon. Parce qu'il arrive que l'inconfort ne vienne pas du résultat. Il vient du chemin utilisé pour y arriver. Tu regardes quelqu'un faire quelque chose différemment et tu as envie d'intervenir. Moi, je ne ferai pas comme ça. Peut-être. Mais est-ce que la manière différente pose réellement un problème? Ou est-ce qu'elle crée surtout de l'incertitude parce que tu ne connais pas aussi bien cette façon de faire? C'est une question très différente. Recevoir de l'aide demande aussi parfois de dépendre momentanément de quelqu'un. Et le mot dépendre peut être inconfortable. Pourtant, nous dépendons constamment d'autres personnes, de notre comptable, de notre banque, de nos fournisseurs, des outils que nous utilisons, des prestataires, d'une plateforme. Une entreprise fonctionne grâce à énormément d'interactions. Mais si ton système nerveux a associé l'autonomie totale à davantage de sécurité, demander quelque chose à quelqu'un peut devenir difficile. Tu peux préférer apprendre toi-même une compétence dont tu n'as presque jamais besoin plutôt que de demander à quelqu'un qui sait déjà faire. Tu peux passer 3 heures à chercher comment résoudre un problème technique parce que demander de l'aide te paraît plus compliqué. Et lorsque tu regardes uniquement
la situation, cela peut sembler absurde. Pourquoi passer 3 heures sur quelque chose qu'une autre personne réglerait en 20 minutes? Mais si faire toi-même te permet de ne pas dépendre de quelqu'un, le comportement possède soudain une autre logique. Et c'est ce que j'aimerais que tu commences à observer. Lorsque tu refuses une aide, quelle est la raison que tu te donnes? Je vais plus vite seul. Je préfère comprendre comment ça fonctionne. Je ne veux pas déranger. Ce n'est pas assez important pour demander. Et ensuite, pose-toi une deuxième question. Qu'est-ce que faire seul me permet d'éviter? Attendre? Demander? Faire confiance? Expliquer ce dont j'ai besoin? Accepter que quelqu'un fasse autrement? Ne pas savoir exactement ce qui se passe pendant un moment? C'est souvent dans cette deuxième question que l'on commence à trouver des informations beaucoup plus intéressantes, parce qu'on quitte la simple organisation. On commence à observer la relation que ton système nerveux entretient avec l'incertitude et avec le fait de recevoir. C'est là que nous arrivons à un paradoxe que je trouve très important. Tu peux réellement vouloir de l'aide et en même temps avoir du mal à la recevoir. Les 2 peuvent exister ensemble. Tu peux penser: «Ah, j'aimerais tellement que quelqu'un prenne ça en charge», et lorsque quelqu'un te propose de le faire, répondre presque automatiquement: «Non, ne t'embête pas, je vais m'en occuper». Regarde ce qui vient de se passer. Quelques minutes auparavant, tu avais besoin d'aide. L'aide arrive et tu la refuses. Pas forcément parce que tu ne veux pas être aidé. Il peut simplement être plus confortable pour ton système nerveux de rester dans le fonctionnement connu. On retrouve également ce paradoxe lorsqu'une entrepreneur veut déléguer depuis des mois. Elle en parle, elle sait exactement quelles tâches lui prennent trop de temps, elle a même parfois identifié le type de personne dont elle aurait besoin, mais elle ne passe jamais réellement à l'étape suivante. À chaque fois, il manque quelque chose. Je dois d'abord mieux organiser mes dossiers. Puis les dossiers sont organisés. Maintenant, il faudrait que je crée toutes les procédures. Elle commence les procédures. Puis elle décide qu'il faut encore attendre un peu financièrement. Quelques mois passent. Son activité augmente. Elle pourrait maintenant déléguer, mais une autre raison apparaît. Je ne dis évidemment pas que toutes ces raisons sont fausses. Une entreprise doit tenir compte de sa réalité financière et organisationnelle. Ce qui devient intéressant, c'est lorsqu'il existe toujours une nouvelle condition à remplir avant d'accepter de l'aide. Parce que le moment idéal n'arrive jamais. Et pendant ce temps, tu continues à tout porter. On peut retrouver la même chose après la délégation. Tu as enfin trouvé quelqu'un, tu lui confies 3 tâches. Et sans t'en rendre compte, tu construis un système dans lequel cette personne doit constamment revenir vers toi. Elle prépare quelque chose, tu valides. Elle avance, tu revalides. Elle termine, tu vérifies. Tu as créé de l'aide, mais tu es resté indispensable à chaque étape. Ton agenda n'est donc pas vraiment libéré, et ton attention non plus. C'est là que je veux vraiment distinguer 2 choses. Il y a déléguer une tâche. Il y a être capable de recevoir ce que cette délégation devrait apporter. Du temps, de l'espace, moins de choses à garder en tête. Si tu transmets la tâche, mais que tu conserves toute la charge mentale qui l'accompagne, tu ne reçois qu'une petite partie de l'aide. Et c'est précisément ce qui peut conduire certaines entrepreneurs à dire: «J'ai essayé de déléguer, mais ça me donne encore plus de travail». Parfois, c'est vrai, notamment au début. Former quelqu'un demande du temps. Créer un fonctionnement demande du temps. Mais parfois, il y a également cette difficulté à laisser progressivement l'autre personne prendre réellement sa place. Et si tu ne regardes pas cette partie, tu risques de changer plusieurs fois de prestataire, de méthode ou d'organisation sans modifier le mécanisme qui te ramène toujours au centre de tout. J'aimerais maintenant aller un peu plus loin sur cette différence entre déléguer et déposer la charge. Parce que ce n'est pas du tout la même chose.
Imagine que tu as confié la gestion d'une tâche hebdomadaire à quelqu'un. Cette tâche n'est officiellement plus dans ta liste. Donc, si tu regardes ton agenda, tu as gagné du temps. Mais observons ce qui se passe dans ta tête. Lundi matin, tu te demandes si la personne a commencé. À midi, tu regardes si elle t'a envoyé quelque chose. Mardi, tu te rappelles d'un détail que tu voudrais ajouter. Tu lui écris. Mercredi, tu reçois le travail. Tu le regardes immédiatement alors que tu étais en train de faire autre chose. Tu modifies 2 éléments, puis tu renvoies. Techniquement, tu n'as pas réalisé la tâche, mais combien de fois a-t-elle capté ton attention? C'est cela, ne pas déposer complètement la charge. La tâche n'occupe plus nécessairement tes mains, elle occupe encore une place dans ton système nerveux. Et cette différence est importante parce que l'attention est elle aussi une ressource. Chaque fois que ton cerveau revient vers cette tâche, il quitte momentanément ce que tu étais en train de faire. Tu peux être en train d'écrire un contenu, puis penser au dossier délégué. Tu vérifies rapidement, tu reviens à ton contenu, il faut retrouver ton idée. Quelques minutes plus tard, un message arrive. Tu réponds, tu recommences. À la fin de la journée, tu peux avoir l'impression d'avoir travaillé sans arrêt et pourtant avoir eu énormément de mal à avancer sur les sujets qui demandaient vraiment de la concentration. C'est pour cela que recevoir de l'aide ne peut pas être évalué uniquement en nombre de tâches supprimées de ta liste. Il faut également regarder ce qui quitte réellement ton attention. Et encore, là, je ne te dis pas qu'il faudrait déléguer une tâche et ne plus jamais t'en préoccuper. Une dirigeante garde évidemment une responsabilité sur ce qui se passe dans son entreprise. La question est celle du niveau de surveillance nécessaire. Est-ce que tu as besoin de vérifier parce qu'un contrôle est réellement prévu et utile? Ou est-ce que tu vérifies parce que ne pas savoir crée trop d'inconfort? Est-ce que tu interviens parce qu'il y a réellement une erreur importante? Ou parce que la personne n'a simplement pas fait exactement comme toi? Est-ce que tu réponds immédiatement parce que la situation est urgente? Ou parce que laisser un message sans réponse pendant 2 heures te met en tension? Ces distinctions peuvent paraître petites, mais elles permettent de voir concrètement comment le système nerveux peut influencer ton fonctionnement professionnel. Et elles expliquent aussi pourquoi certains entrepreneurs peuvent avoir quelqu'un qui les aide tout en continuant à ressentir exactement la même charge. L'aide existe autour d'elle, mais elle reste intérieurement responsable de tout. Et tant que cette partie-là ne bouge pas, ajouter encore une personne ou encore un outil ne règle pas forcément le problème. C'est justement ce que nous allons voir maintenant. Pourquoi connaître parfaitement les méthodes de délégation peut ne pas suffire à modifier ce fonctionnement. À ce stade, tu pourrais te dire, d'accord, il faut donc que j'apprenne à mieux déléguer. Et bien sûr, apprendre à déléguer peut être utile. Il existe des méthodes pour identifier les tâches à transmettre, pour créer des procédures, pour donner des consignes suffisamment précises, pour choisir les bons outils, pour définir ce que la personne peut décider seule et ce qui nécessite encore ta validation. Tout cela peut réellement améliorer le fonctionnement d'une entreprise. Mais ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est que la méthode ne répond pas forcément à toute la difficulté. Parce que tu peux parfaitement savoir comment déléguer et continuer à ne pas réussir à le faire sereinement. Tu peux avoir une procédure impeccable, tu peux avoir trouvé une personne compétente, tu peux avoir défini clairement ce que tu attends et malgré tout, quelques heures après avoir confié la tâche, ressentir le besoin de vérifier. La méthode te dit comment transmettre la tâche. Elle ne change pas automatiquement ce qui se passe en toi lorsque tu ne maîtrises plus chaque étape. Et c'est une distinction importante. Parce que on ne la fait pas, on peut passer beaucoup de temps à chercher encore une nouvelle solution extérieure. Tu suis une formation, tu découvres une nouvelle façon de t'organiser. Pendant quelques jours ou quelques semaines, tu appliques ce que tu as appris. Puis progressivement, tu recommences à faire
certaines choses toi-même. Tu reprends une tâche parce que ce sera plus rapide. Tu recommences à vérifier. Tu redeviens la personne qu'il faut consulter pour chaque petite décision. Et quelques mois plus tard, tu peux avoir l'impression que la méthode n'a pas fonctionné. Ou pire, que toi, tu n'as pas été capable de l'appliquer. C'est là que peuvent arriver des phrases comme « Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne le fais pas. Je suis incapable de lâcher. Je manque de discipline. » Alors, si nous reprenons ce que nous venons de voir, il existe une autre possibilité. La méthode était peut-être bonne, tu l'avais peut-être très bien comprise, mais le comportement qu'elle te demandait d'adopter créait davantage d'incertitude que ton système nerveux n'était pas prêt à tolérer à ce moment-là. Et dans ce cas, ton ancien fonctionnement possède un avantage énorme. Il est connu, tu sais faire seul, tu sais contrôler, tu sais anticiper, tu sais vérifier. Mais si ce fonctionnement te coûte beaucoup, ton système nerveux le reconnaît parfaitement. C'est pour ça qu'un ancien comportement peut revenir même lorsque l'on sait très bien qu'il n'est plus adapté. Il n'est pas forcément agréable, il est familier, et le familier est prévisible. Je vais prendre un autre exemple qui ne concerne même pas directement la délégation. Imagine que tu décides de ne plus répondre à tes messages professionnels après une certaine heure. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu as décidé que ta journée s'arrêtait là. À 20h, tu vois une notification. Tu pourrais attendre demain. Mais tu sais que le message, il est là. Alors tu commences à y penser. Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce que c'est urgent? Peut-être que je devrais juste regarder. Tu ouvres. Et puisque tu as ouvert, tu réponds. Le lendemain, tu peux te dire, encore une fois, je n'ai pas respecté ma propre limite. Si tu regardes uniquement le comportement, tu vas chercher comment être plus strict avec toi-même. Mais si tu regardes ce qui s'est passé juste avant, tu obtiens davantage d'informations. Qu'est-ce qui était inconfortable? Le fait de ne pas savoir ce que contenait le message? Le fait de laisser quelqu'un attendre? La peur d'oublier demain? Le besoin que tout soit traité avant de terminer la journée? Tu vois que nous sommes déjà plus dans une simple question de discipline. Et c'est la même chose avec l'aide. Avant de chercher une méthode supplémentaire, il peut être beaucoup plus utile de comprendre ce qui devient inconfortable pour toi lorsque tu commences réellement à recevoir cette aide. Parce que tant que ce point reste invisible, tu risques de croire qu'il te manque encore une compétence. Alors que tu sais peut-être déjà parfaitement quoi faire. Et maintenant, j'aimerais que nous quittions un peu le mécanisme pour regarder ces conséquences. Parce que continuer à tout porter n'est pas neutre pour ton entreprise. Le premier coût est probablement celui que tu peux mesurer le plus facilement. Ton temps. Le temps est une ressource très particulière dans une entreprise. Tu peux augmenter ton chiffre d'affaires, tu peux développer ton audience, tu peux créer de nouvelles offres, mais tu ne peux pas ajouter 3 heures à ta journée. Et pourtant, lorsque tu travailles seul ou que tu gardes énormément de tâches sous ta responsabilité, tu peux facilement fonctionner comme si la solution était de réussir à faire entrer toujours davantage de choses dans le même nombre d'heures. Tu optimises, tu regroupes certaines tâches, tu essaies d'aller plus vite, tu réponds à un message entre deux rendez-vous, tu corriges quelque chose pendant que tu attends un appel, tu profites de 10 minutes libres pour régler un petit problème. Et à force, tu deviens très efficace pour remplir chaque espace disponible. Mais être capable de remplir chaque minute ne signifie pas forcément utiliser ton temps là où il a le plus de valeur pour ton entreprise. Prenons un exemple. Tu passes 30 minutes à régler un problème sur ton site internet. Tu y arrives, tu as donc économisé le coût d'un prestataire. C'est ce que tu vois immédiatement. Ce que tu vois moi, c'est ce que tu n'as pas fait pendant ces 30 minutes. Peut-être que tu devais préparer une proposition, réfléchir à ton offre, créer un contenu, recontacter quelqu'un. Ou simplement prendre le recul nécessaire pour décider de ta prochaine priorité. C'est ce qu'on oublie souvent lorsque l'on dit « je peux le faire moi-même ». Oui, peut-être. Mais est-ce que c'est là que ton temps est le plus utile? Cette question devient de plus en plus importante lorsque ton activité se développe. Au début,
Une entreprise. Au début d'une entreprise, il est parfaitement normal de faire énormément de choses soi-même. Tu n'as pas forcément les ressources pour déléguer. Tu découvres ton activité, tu construis. Mais avec le temps, certaines tâches restent parfois entre tes mains uniquement parce qu'elles ont toujours été là. Tu les fais depuis le début, tu sais les faire, alors tu continues. Et chacune prend une petite partie de ta semaine, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Prises séparément, elles ne semblent pas poser de problème, mais additionne-les. Imagine seulement 5 tâches d'1 heure que tu pourrais ne plus avoir à réaliser chaque semaine. Sur 4 semaines, 20 heures. Et là, la question change complètement. Qu'est-ce qu'une entrepreneur pourrait faire avec 20 heures réellement disponibles dans son mois? Elle pourrait préparer plusieurs contenus, construire une nouvelle offre, revoir une partie de sa stratégie, créer des partenariats, prendre davantage de temps pour ses clients, ou simplement avoir une semaine moins remplie. Le coût d'une tâche n'est donc pas seulement sa durée, c'est aussi ce à quoi tu renonces pendant que tu la réalises. Et ce coût devient encore plus important lorsque tu gardes des tâches parce qu'elles te donnent une sensation de contrôle. Parce que dans ce cas, ton système nerveux obtient un bénéfice immédiat, davantage de prévisibilité. Mais ton entreprise paie le coût en temps. Et c'est là que le lien entre système nerveux et business devient très concret. Ton système nerveux ne calcule pas. Mon exemple. Si Claudie garde cette tâche pendant 12 mois, cela représentera tant d'heures qui ne seront pas consacrées au développement de l'activité. Ben non, ce n'est pas sa fonction. Il répond à ce qui se passe maintenant. Faire toi-même peut réduire l'incertitude maintenant. Vérifier peut diminuer la tension maintenant. Répondre immédiatement peut supprimer une préoccupation maintenant. Mais une entreprise se construit aussi avec des décisions dont les bénéfices apparaîtront plus tard. Et si tout ton temps est absorbé par ce qui demande une réponse immédiate, tu peux avoir de moins en moins d'espace pour ce qui construit la suite. C'est ainsi que certaines entrepreneurs peuvent travailler énormément et avoir malgré tout cette sensation frustrante. Je fais beaucoup de choses, mais je n'avance pas sur ce qui compte vraiment. Ce n'est pas forcément parce qu'elles gèrent mal leur temps. Parfois, leur temps est simplement occupé par trop de choses qu'elles continuent à porter elles-mêmes. Et le temps n'est que la première partie du coup. Parce que même lorsque tu réussis à faire tenir toutes ces tâches dans ta journée, il reste encore une autre question. Combien d'énergie te demande le fait de continuer à tout porter? Et c'est là que le deuxième coup apparaît, ton énergie. Et je veux vraiment distinguer le temps de l'énergie, parce que ce sont deux choses différentes. Tu peux avoir 2 heures disponibles dans ton agenda et ne pas avoir la disponibilité mentale nécessaire pour créer quelque chose. À l'inverse, tu peux avoir 1 heure pendant laquelle tu es très disponible, très concentré et avancer énormément. Donc, lorsque l'on parle de ce que coûte le fait de tout porter, regarder uniquement le nombre d'heures ne suffit pas. Il faut également regarder tout ce qui reste actif dans ta tête. Imagine une journée pendant laquelle tu as confié plusieurs choses à d'autres personnes. En théorie, tu as gagné du temps. Mais si tu continues à penser: «Est-ce qu'elle a envoyé le document? Il faut que je vérifie ce qu'elle a fait. Je n'ai pas eu de réponse. Il faut que je pense à lui demander ça. Oh, j'espère qu'elle n'a rien oublié». Ces tâches restent présentes. Tu peux même être en train de faire complètement autre chose, elles reviennent quand même. Et à chaque fois que ton attention bascule, cela te demande quelque chose. Prenons une situation très concrète. Tu dois écrire un contenu important. Tu commences, tu trouves ton idée, tu entres dans ton sujet, puis une notification apparaît, tu vois le nom de la personne à qui tu as confié quelque chose, tu t'arrêtes, tu lis, tu réponds. 2 minutes plus tard, tu reviens à ton texte. Mais tu ne reprends pas exactement là où tu étais mentalement, tu dois retrouver le fil. Puis une pensée te rappelle un autre dossier. Tu ouvres rapidement un onglet pour vérifier et tu recommences. À la fin, tu as peut-être passé 1 heure devant ton contenu.
Mais combien de cette heure était réellement disponible pour créer? C'est cela que j'appelle ici le coût énergétique. Il y a ce que tu fais, il y a tout ce que ton système nerveux continue à surveiller pendant que tu fais autre chose. Cette vigilance peut aussi se poursuivre lorsque ta journée de travail est terminée. Tu fermes ton ordinateur, tu prépares à manger et une pensée arrive. Je n'ai pas vérifié si le paiement était passé. Tu es avec ta famille, puis tu penses au message reçu dans l'après-midi. Tu te couches et une tâche que tu avais oubliée revient dans ta tête. Ce ne sont parfois que quelques secondes, mais ton activité continue à entrer dans ton espace mental. Et lorsqu'on parle de système nerveux, cette partie est importante. Parce qu'un système nerveux régulièrement mobilisé pour anticiper, surveiller et contrôler utilise des ressources. Des ressources dont tu as également besoin pour prendre des décisions, pour créer, pour communiquer, pour accompagner, pour vendre, pour réfléchir. Et c'est là qu'une entrepreneur peut se retrouver dans une situation étrange. Elle dispose théoriquement de temps pour travailler sur quelque chose d'important. Elle s'assoit devant son ordinateur, mais elle n'arrive pas vraiment à s'y mettre. Elle passe d'une tâche à l'autre. Elle regarde ses messages, elle règle une petite chose et elle peut conclure: «Je manque de concentration». Alors que peut alors qu'il peut être intéressant de regarder combien de sujets son système nerveux essaie déjà de maintenir sous surveillance. L'énergie disponible n'est pas uniquement une question de sommeil ou de repos. La quantité que tu portes mentalement compte aussi. Et lorsque recevoir de l'aide ne permet jamais de déposer réellement ces choses, tu peux avoir une équipe, des prestataires ou des outils autour de toi, tout en continuant à fonctionner intérieurement comme si tu étais seul responsable de tout. C'est cette partie qui finit par devenir très coûteuse parce qu'une entreprise a besoin de ta capacité à agir, mais elle a également besoin de ta capacité à réfléchir. Et si une grande partie de ton énergie est utilisée pour maintenir le contrôle sur le quotidien, il t'en reste forcément moins pour les sujets qui demandent du recul. Et parmi ces sujets, il y en a un qui est absolument central lorsque tu diriges une entreprise. Prendre des décisions. Une entrepreneur prend des décisions en permanence. Certaines sont minuscules. Est-ce que je réponds maintenant ou plus tard? Est-ce que je publie ce contenu? Est-ce que je garde ce rendez-vous? Et d'autres sont beaucoup plus conséquentes. Est-ce que j'augmente mes tarifs? Est-ce que je crée cette offre? Est-ce que j'arrête ce service? Est-ce que j'investis? Est-ce que je travaille avec cette personne? Est-ce que je change quelque chose dans ma manière de communiquer? Toutes ces décisions ont un point commun. Tu ne peux jamais connaître exactement le résultat avant de les prendre. Tu peux analyser, tu peux regarder tes chiffres, tu peux demander conseil, tu peux évaluer les risques. Mais à un moment, tu dois décider sans disposer de 100% des informations. Il reste une part d'incertitude. Et maintenant, on reprend ce que nous avons vu depuis le début. Si ton système nerveux recherche beaucoup de prévisibilité, qu'est-ce qui risque de paraître plus confortable? Ce que tu connais déjà. Même lorsque tu con- Même lorsque ce que tu connais ne te convient plus vraiment. Tu peux par exemple savoir depuis plusieurs mois qu'une offre doit évoluer, tu le vois, tu as les retours, tu sens qu'elle ne correspond plus exactement à ce que tu veux proposer. Mais la modifier implique de faire un choix. Et une fois le choix fait, tu ne sais pas exactement comment ton audience va réagir. Alors, tu continues à réfléchir, tu modifies un détail, tu attends encore, tu demandes un avis, puis un autre. À première vue, tu es simplement en train de prendre une décision sérieusement. Et parfois, c'est exactement ce que tu fais. Mais il peut arriver un moment où la réflexion ne produit plus rien de nouveau. Tu possèdes déjà les informations dont tu as besoin. Ce qui reste difficile, c'est d'accepter que tu ne peux pas garantir le résultat. C'est là que l'incertitude entre réellement dans la décision. Et on peut retrouver le même mécanisme lorsqu'il faut demander de l'aide. Tu sais qu'une tâche devrait être déléguée, mais choisir quelqu'un introduit de l'incertitude. Alors tu compares encore, tu regardes un autre profil, tu te dis que tu chercheras le mois prochain. Pendant ce temps, rien ne change. Et tu continues à porter la tâche.
Il faut comprendre quelque chose d'important ici. Ne pas décider est aussi une décision. Lorsque tu repousses pendant 3 mois un changement nécessaire, ton entreprise continue pendant 3 mois avec le fonctionnement actuel. Cela a un coût. Pas forcément un coût que tu peux immédiatement lire sur ton compte bancaire, mais un coût en temps, en opportunité, parfois en chiffre d'affaires. C'est pour cela que le lien avec le système nerveux est important. Si tu regardes uniquement la décision, tu peux conclure: je manque de confiance, je suis trop indécise. Mais si tu regardes ce qui se passe autour de l'incertitude, tu peux obtenir une information beaucoup plus précise. Est-ce que je cherche réellement une donnée supplémentaire ou est-ce que je cherche la garantie qu'il n'y aura aucun risque? Parce que cette garantie n'existe pas. Diriger une entreprise implique forcément de prendre certaines décisions sans savoir exactement ce qui va arriver ensuite. Et plus ton système nerveux est capable de rester suffisamment en sécurité face à cette part d'inconnu, plus tu peux prendre une décision sans avoir besoin d'éliminer toute l'incertitude avant d'agir. C'est là que nous commençons à voir quelque chose de beaucoup plus large. La difficulté à recevoir de l'aide ne reste pas confinée à quelques tâches que tu ne délègues pas. Si le mécanisme derrière cette difficulté concerne ta relation au contrôle, à la prévisibilité et à l'incertitude, il peut apparaître dans beaucoup d'autres décisions de ton activité. Et lorsque l'on additionne le temps, l'énergie et les décisions, on arrive forcément à la question suivante. Quel impact cela peut-il avoir sur la croissance de ton entreprise? Jusqu'ici, nous avons regardé beaucoup de situations à petite échelle. Une tâche, un message, une vérification, une décision repoussée. Maintenant, je veux que l'on prenne du recul et que l'on regarde l'entreprise entière. Parce que lorsque toute cette petite situation se répète chaque jour, elle crée progressivement un mode de fonctionnement. Tu deviens la personne qui sait tout, la personne qui fait beaucoup de choses, la personne qui vérifie, la personne à qui on demande, la personne qui décide. Et souvent, cette organisation ne s'est même pas construite volontairement. Elle s'est installée progressivement. Au début, tu étais seule, donc forcément, tu faisais tout. Tu répondais aux messages, tu créais tes contenus, tu gérais l'administratif, tu t'occupais du site internet, tu préparais tes offres, tu prenais toutes les décisions, c'était normal. Puis ton activité commence à évoluer et le nombre de choses à gérer augmente. Mais ton fonctionnement, lui, peut rester identique. Tu continues à passer par toi et c'est là qu'un problème structurel apparaît. Ton entreprise dépend de ta disponibilité. Si tu es disponible, les choses avancent. Si tu ne l'es pas, elles attendent. Un document attend ta validation. Une décision attend ton avis. Un message attend ta réponse. Une tâche attend que tu trouves un moment. Et plus l'activité grandit, plus cette dépendance devient visible. Parce que ta capacité, elle n'augmente pas indéfiniment. Tu restes une personne. Une journée continue à faire 24 heures. Tu peux apprendre à travailler plus efficacement, mais il existe forcément une limite à la quantité de tâches, de décisions et d'informations qu'une seule personne peut gérer. C'est là que le sujet de l'aide devient directement un sujet de croissance. Parce qu'une entreprise ne peut pas continuer à grandir indéfiniment si chaque nouvelle chose doit être absorbée par la même personne. Imagine que demain, ton activité augmente de 30%. C'est une bonne nouvelle. Mais si cette augmentation signifie 30% de messages supplémentaires, 30% de gestion supplémentaire, davantage de demandes, davantage de décisions, et que tout continue à arriver chez toi, comment vas-tu absorber cette croissance? Tu peux travailler davantage pendant un moment, tu peux optimiser, mais à un moment, il n'y aura simplement plus d'espace. Et c'est là que certaines entrepreneurs peuvent commencer à ressentir une contradiction. Elles veulent développer leur activité, mais chaque nouvelle étape augmente la pression. Elles veulent davantage de clientes, mais davantage de clients signifie davantage de choses à porter. Elles veulent plus de visibilité, mais plus de visibilité signifie davantage de demandes à gérer. La croissance désirée commence alors à avoir un coût de plus en plus important. Et si ton système nerveux associe déjà cette sécurité et contrôle,
Recevoir l'aide qui permettrait justement d'absorber cette croissance peut rester difficile. Tu vois le cercle qui commence à se créer. Tu portes beaucoup parce que faire toi-même est plus prévisible. Comme tu portes beaucoup, tu disposes de moins de temps et d'énergie. Comme tu disposes de moins de temps et d'énergie, la croissance devient plus difficile à absorber. Et pourtant, déléguer une partie de ce fonctionnement introduit justement l'incertitude que ton système nerveux essaie d'éviter. C'est pour cela que cette problématique ne peut pas toujours être résumée à il faut mieux t'organiser. L'organisation ne répond pas à tout. Parce que si tout ton système continue à fonctionner autour de l'idée que tu dois rester au centre pour que les choses soient suffisamment sûres, tu trouveras toujours une manière de redevenir indispensable. Et dans la prochaine salle, nous allons justement regarder ce qui se passe lorsque l'entreprise continue à grandir, alors que ce fonctionnement, lui, ne change pas. Nous venons de voir que lorsque tout continue à passer par toi, ta propre disponibilité finit par devenir une limite de ton entreprise. Et plus ton activité grandit, plus ce phénomène peut devenir visible. Parce qu'une entreprise qui grandit génère naturellement davantage de choses à gérer. Si tu as davantage de clientes, tu as davantage d'accompagnement, de demandes, de messages, de paiements ou de documents. Si ta visibilité augmente, davantage de personnes peuvent te contacter. Si tu crées plusieurs offres, tu as davantage de contenu à préparer, davantage de pages à gérer, davantage de décisions à prendre. Si tu commences à travailler avec d'autres personnes, il faut aussi communiquer avec elles. Donc, la croissance ne fait pas uniquement augmenter les tarifs. Oui, ma chérie. Bah, viens. Allez, viens. Donc, je disais, la croissance ne fait pas uniquement augmenter le chiffre d'affaires. Elle augmente également la complexité de l'entreprise. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Tu peux vouloir sincèrement développer ton entreprise tout en continuant à fonctionner comme lorsqu'elle était beaucoup plus petite. Au début, tu pouvais tout gérer. Tu avais moins de choses à suivre. Alors, le fait de tout faire toi-même était peut-être parfaitement adapté à la situation. Mais quelques années plus tard, Shadow, s'il te plaît, ton entreprise n'est plus la même. Pourtant, ton fonctionnement peut rester presque identique. Vas-y, installe-toi, Shadow. Et à chaque nouvelle étape, tu ajoutes quelque chose, un nouveau client, une nouvelle offre, un nouveau canal de communication, un nouveau projet, une nouvelle responsabilité. Mais tu n'enlèves presque jamais. C'est un peu comme si tu essayais de faire grandir ton entreprise sans modifier la façon dont elle repose sur toi. Et forcément, à un moment, la pression augmente. C'est là que certaines entrepreneurs commencent à se dire « je ne peux pas prendre plus de clients » ou « je n'ai pas le temps de développer cette idée ». Ou encore « j'aimerais lancer ce projet, mais je ne vois vraiment pas quand je pourrais m'en occuper ». Et ce sont parfois des constats parfaitement réalistes. Leur agenda est réellement plein. La question devient alors, pourquoi est-il plein? Est-ce que tout ce qui s'y trouve nécessite réellement leur intervention? Ou est-ce qu'une partie de ce qu'elles portent pourrait progressivement être portée autrement? Parce que si chaque croissance de ton activité entraîne automatiquement davantage de charges pour toi, il peut arriver un moment où grandir ne ressemble plus vraiment à une bonne nouvelle. Imaginons que ton entreprise fonctionne bien. Tu as déjà beaucoup à gérer et soudain une opportunité arrive. Un projet intéressant, une collaboration, une possibilité de développer ton activité. Rationnellement, tu peux avoir envie de dire oui, mais immédiatement, tu penses quand est-ce que je vais faire ça? Quand est-ce que je vais avoir le temps? Et cette question peut suffire à rendre l'opportunité beaucoup moins attirante. Ce qui est intéressant, c'est que ton entreprise pourrait peut-être absorber cette opportunité, mais pas si tu dois personnellement absorber chaque nouvelle tâche qu'elle entraîne. Tu vois la différence? Ce n'est plus seulement la capacité de l'entreprise qui est en jeu, c'est ta propre capacité.
Et lorsqu'une entreprise repose énormément sur sa dirigeante, les deux finissent par se confondre. La capacité de l'entreprise devient ta capacité personnelle à travailler davantage. Or, cette capacité a forcément une limite. Et je veux revenir ici au système nerveux. Parce que si recevoir de l'aide introduit de l'incertitude et que ton système nerveux préfère la prévisibilité, du contrôle, tu peux rester très longtemps dans ce fonctionnement. Même lorsque ton entreprise aurait besoin d'évoluer, tu peux te dire: je déléguerai quand j'aurai plus de clientes. Puis tu as plus de clientes et tu te dis: là, je n'ai pas le temps de former quelqu'un, je le ferai quand ce sera plus calme. Le problème, c'est que si l'activité continue à grandir, le moment calme n'arrive pas forcément. Alors tu repousses et tu absorbes encore un peu plus. C'est comme ça que le paradoxe s'installe. Tu attends la croissance pour recevoir de l'aide. Mais lorsque la croissance arrive, elle te laisse encore moins de disponibilité pour mettre cette aide en place. Et si en plus ton système nerveux trouve davantage de sécurité dans le fait de continuer à gérer toi-même, tu as toutes les raisons du monde de repousser encore. C'est pour cela que je ne veux pas présenter la capacité à recevoir de l'aide comme un luxe réservé aux très grandes entreprises. C'est une question qui peut se poser bien avant. Comment est-ce que ton entreprise peut évoluer sans que chaque nouvelle étape signifie automatiquement davantage de choses à porter personnellement? Et surtout, comment peux-tu commencer à recevoir de l'aide sans interpréter cela comme le fait de perdre complètement le contrôle de ton activité? Parce que c'est souvent là que se trouve une confusion importante. Recevoir de l'aide et abandonner le contrôle ne sont pas la même chose. Je veux vraiment m'arrêter sur cette distinction. Parce que lorsque l'on parle de délégation ou du fait de recevoir de l'aide, on peut rapidement tomber dans un discours très caricatural. D'un côté, il y aurait l'entrepreneur qui contrôle tout, de l'autre, celle qui aurait appris à tout lâcher. Dans la réalité, une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Tu restes la dirigeante. Il y a des choses que tu dois contrôler, il y a des décisions qui t'appartiennent, il y a des éléments sur lesquels tu dois avoir de la visibilité, et il y a des moments où vérifier est parfaitement justifié. Le but n'est donc pas de passer de je contrôle tout à je ne contrôle plus rien. Recevoir de l'aide peut commencer beaucoup plus simplement. Tu peux définir un cadre, dire précisément ce que tu attends, fixer une échéance, décider à l'avance du moment où vous ferez un point, définir ce que la personne peut décider seule et ce qui doit encore être validé avec toi. Tout cela crée de la structure. Et la structure peut justement apporter de la prévisibilité sans nécessiter une surveillance permanente. Prenons une situation très simple. Tu confies une tâche qui doit être terminée vendredi. Tu peux envoyer un message mardi, mercredi et jeudi pour demander où en es-tu? Ou vous pouvez avoir décidé dès le départ qu'un point sera fait jeudi matin. Dans les deux cas, tu gardes de la visibilité. Mais ton expérience n'est pas la même. Dans le premier cas, ton besoin de savoir détermine le rythme des vérifications. Dans le second, le cadre a été posé à l'avance. Tu sais quand tu recevras l'information. Et entre-temps, tu peux progressivement apprendre à laisser cette tâche hors de ton attention. C'est une nuance, mais elle est importante. Parce que le but n'est pas de forcer ton système nerveux à accepter brutalement une énorme quantité d'incertitudes. Si tu as l'habitude de tout contrôler, décider demain de ne plus rien vérifier risque simplement de créer énormément d'inconfort. Et tu vas probablement reprendre très vite ton ancien fonctionnement. Il peut être beaucoup plus intéressant d'aller progressivement vers une autre expérience. Une expérience dans laquelle tu constates que tu peux ne pas tout contrôler à chaque instant et que malgré cela, les choses peuvent bien se passer. C'est aussi pour cela que recevoir de l'aide ne signifie pas faire confiance aveuglément. La confiance se construit. Tu peux commencer par confier quelque chose qui n'a pas un enjeu énorme pour toi. Observer ce qui se passe, voir comment la personne travaille, ajuster. Puis avec le temps, lui donner davantage d'autonomie. Ce processus est très différent de te dire à partir de maintenant, il faut que je lâche prise. Parce que cette phrase peut devenir une nouvelle injonction. Et si tu n'y arrives pas, tu te retrouves encore une fois à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, alors que l'objectif est justement de sortir de cette logique. Si ton système nerveux utilise le contrôle comme stratégie de protection, il existe une raison pour laquelle cette stratégie est là. On ne va pas simplement lui arracher cette stratégie en lui disant qu'elle est mauvaise.
On va commencer par comprendre ce qu'elle protège. Et c'est ce qui nous amène à la question suivante. Si tu te reconnais depuis le début de cet atelier, quelle est la première chose que tu peux faire? Pas dans 6 mois, pas lorsque tu auras trouvé la personne parfaite à qui déléguer. Maintenant. Et cette première étape ne consiste pas forcément à déléguer quoi que ce soit. Je sais que lorsqu'on regarde un fonctionnement qui nous coûte du temps et de l'énergie, on peut avoir envie de passer immédiatement à l'action. Tu peux te dire, très bien, j'ai compris, demain je délègue. Mais je voudrais justement éviter que tu transformes cet atelier en une nouvelle liste de choses que tu dois réussir à faire. Parce que si le sujet était simplement de savoir qu'il faut déléguer, n'aurais probablement pas eu besoin de regarder cette vidéo. La plupart des entrepreneurs qui portent trop savent déjà qu'elles portent trop. Et savent qu'elles devraient demander davantage d'aide, savent qu'elles pourraient probablement confier certaines choses. La première étape que je te propose est donc beaucoup plus simple. Observer. Pas analyser pendant des heures, pas chercher immédiatement une explication à tout. Observer ce qui se passe au moment précis où l'aide devient possible. Par exemple, quelqu'un te dit « Tu veux que je m'en occupe ?» Et ton premier réflexe est « Non, c'est bon ». Essaie simplement de remarquer ce réflexe. Avant de te raconter pourquoi tu as raison de refuser, observe ce qui vient de se passer. Est-ce que tu as répondu presque automatiquement? Est-ce que l'idée d'expliquer t'a immédiatement paru pénible? Est-ce que tu as pensé que tu irais plus vite seul? Autre situation. Tu as confié une tâche. Quelques heures plus tard, tu as envie de vérifier. Là encore, ne cherche pas forcément à t'empêcher de vérifier. Commence par observer. Qu'est-ce qui se passe juste avant? Est-ce que tu te demandes si la personne a oublié? Est-ce que tu imagines déjà une erreur? Est-ce que tu ressens une tension parce que tu ne sais pas où elle en est? Est-ce simplement une vérification prévue est nécessaire? Cette distinction est importante parce que l'objectif n'est pas de transformer tous ces comportements professionnels en symptômes. Tu as le droit de contrôler ton entreprise. Tu as le droit d'être exigeante. Tu as le droit de décider que certaines tâches restent entre tes mains. Ce que nous cherchons, ce sont les moments où tu n'as plus réellement de choix. Les moments où tu voudrais laisser faire mais que tu n'y arrives pas. Les moments où tu sais qu'il n'est pas nécessaire de vérifier ou que tu vérifies quand même. Les moments où recevoir de l'aide devrait te soulager, mais où cela crée au contraire davantage de tension. C'est là que tu peux commencer à te poser cette question. Pourquoi mon système nerveux croit-il que tout porter seul est plus sécurisant? Et je veux préciser quelque chose sur cette question. Tu n'as pas besoin de trouver immédiatement une réponse. Il ne s'agit pas de t'asseoir devant une feuille et d'essayer de trouver toute seule l'origine exacte de ton fonctionnement. Certains mécanismes sont complexes. Et identifier précisément certaines stratégies de protection peut nécessiter d'être accompagné par quelqu'un qui est formé à ce travail. La question sert d'abord à changer ce que tu observes. Au lieu de regarder uniquement « pourquoi je fais encore ça ?», tu regardes « qu'est-ce que ce comportement est en train de m'apporter ?» Peut-être qu'il réduit l'incertitude. Peut-être qu'il t'évite de dépendre de quelqu'un. Peut-être qu'il te permet d'anticiper. Peut-être qu'il te donne la sensation de rester prête si quelque chose se passe mal. Ce sont des informations. Et ces informations sont beaucoup plus utiles que de te répéter « il faut que j'arrête de contrôler ». Parce que tu commences à comprendre la fonction du comportement. Et je vais répondre à notre exemple de délégation. Tu confies quelque chose, tu as envie de vérifier. Si tu regardes uniquement le comportement, tu vois « encore une fois, je contrôle ». Si tu regardes ce qui se passe autour, tu peux découvrir « en fait, dès que je ne sais pas où en est la tâche, je commence à anticiper un problème. Et dès que je vérifie, cette tension redescend. » Et là, tu viens d'obtenir une information beaucoup plus précise. Tu comprends pourquoi le comportement revient, et c'est cette compréhension qui permet ensuite de travailler différemment. Pas en te forçant, pas en te disant que tu dois devenir quelqu'un qui ne contrôle jamais rien, mais en aidant progressivement ton système nerveux à découvrir qu'il existe d'autres manières de retrouver suffisamment de sécurité. C'est exactement cette façon de regarder les comportements qui a changé ma propre manière d'accompagner.
Je voudrais prendre quelques minutes pour t'expliquer pourquoi cette approche est devenue aussi importante dans mon travail. Avant d'être entrepreneur, j'ai été infirmière pendant une vingtaine d'années. Et pendant une grande partie de ma vie professionnelle, j'ai fonctionné en essayant de tenir. J'ai connu plusieurs burn-out. Et lorsque tu vis ce genre de situation, tu cherches évidemment à comprendre ce qui s'est passé. Pendant longtemps, j'ai surtout regardé les choses sous l'angle du stress. Comment mieux gérer mon stress? Comment récupérer? Comment éviter de revenir dans le même fonctionnement? Comment faire autrement? Et ce sont des questions qui ont leur utilité. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose pour comprendre certains mécanismes. Parce que savoir qu'un fonctionnement ne te convient plus ne suffit pas forcément à ne plus le reproduire. Tu peux avoir compris énormément de choses sur toi, tu peux avoir lu, tu peux avoir travaillé sur certains sujets et malgré cela te retrouver dans des réactions que tu connais déjà. Puis je me suis formée à la théorie polyvagale avec Ludovic Leroux. Et cette formation m'a apporté une autre grille de lecture. J'ai commencé à regarder certains comportements non plus uniquement sous l'angle pourquoi est-ce que je fais ça, mais aussi sous l'angle qu'est-ce que mon système nerveux cherche à protéger. Et pour moi, cette différence a été importante. Parce que lorsque tu considères un comportement uniquement comme un défaut, ta première réaction est souvent de vouloir le supprimer. Tu veux arrêter, tu veux corriger, tu veux fonctionner autrement. Mais si ce comportement possède une fonction de protection, il y a une raison pour laquelle il revient. Et cela ne veut pas dire qu'il faut le garder toute ta vie. Cela veut dire qu'avant d'essayer de le supprimer, il est utile de comprendre ce qu'il fait pour toi. C'est exactement ce que je veux transmettre aux entrepreneurs aujourd'hui. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, beaucoup de comportements sont très vite interprétés en termes de compétences ou de personnalité. Tu n'arrives pas à déléguer? On va t'apprendre à déléguer. Tu repousses une décision? On va travailler sur ta confiance. Tu n'arrives pas à t'arrêter? On va travailler sur ton organisation. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin, hein. Mais parfois, tu appliques tous ces conseils et le comportement revient. Et c'est là qu'il devient intéressant d'aller regarder ce qui se passe au niveau du système nerveux. Est-ce que ralentir est réellement vécu comme quelque chose de suffisamment sûr? Est-ce que recevoir est inconfortable? Est-ce que ne pas tout savoir crée de la vigilance? Est-ce que dépendre momentanément de quelqu'un augmente la tension? Ce sont des questions très différentes. Et surtout, elles permettent de faire le lien entre ce que tu vis intérieurement et ce qui se passe concrètement dans ton activité. Parce que ton système nerveux n'est pas séparé de ton entreprise. C'est avec ce système nerveux que tu prends tes décisions. C'est avec lui que tu prends la parole. C'est avec lui que tu attends une réponse. C'est avec lui que tu délègues. C'est avec lui que tu traverses une période où ton chiffre d'affaires varie. C'est avec lui que tu gères l'incertitude inhérente à l'entrepreneuriat. C'est pour cela que je me suis spécialisée dans la régulation du système nerveux. Et c'est également pour cela que j'ai voulu créer des ressources qui permettent aux entrepreneurs de commencer par comprendre leur propre fonctionnement. Parce qu'avant de chercher à ajouter encore un outil, une méthode ou une nouvelle organisation, il peut être utile de comprendre ce qui consomme déjà énormément de ressources dans ton système nerveux. Et c'est précisément le sujet du programme dont je vais te parler maintenant. Si tu t'es reconnu dans plusieurs situations dont nous avons parlé aujourd'hui et que tu as envie de comprendre davantage ce qui se passe dans ton propre fonctionnement, j'ai créé un programme qui s'appelle Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Il est proposé à 27 euros. L'objectif de ce programme est de t'aider à comprendre ce qui peut maintenir ton système nerveux mobilisé dans ton quotidien d'entrepreneur. Parce que la difficulté à recevoir de l'aide que nous venons d'explorer aujourd'hui n'est qu'une des situations dans lesquelles ton fonctionnement nerveux peut apparaître. Tu peux également le retrouver dans la difficulté à couper, dans le besoin d'anticiper, dans certaines décisions que tu repousses, dans cette impression de devoir rester disponible, dans le fait de continuer à penser à ton entreprise alors que ta journée est terminée. Et lorsque tu regardes chacun de ces comportements séparément, tu peux avoir l'impression d'avoir 10 problèmes différents à régler. Tu cherches une solution pour mieux gérer ton temps, une autre pour apprendre à déléguer, une autre pour réussir à te concentrer, une autre pour arrêter de travailler le soir. Mais il peut être intéressant de comprendre ce qui relie certains de ces comportements. Et c'est ce que je te propose d'explorer dans ce programme.
Ce n'est pas une promesse de tout régler en quelques vidéos, c'est une première étape de compréhension. Et pour que tu puisses commencer à identifier ce qui mobilise ton système nerveux et comprendre pourquoi certains comportements reviennent, même lorsque tu sais parfaitement qu'ils te coûtent du temps ou de l'énergie, le programme est à 27 euros. Tu trouveras le lien directement sous cette vidéo. Tu peux aller regarder la page tranquillement, découvrir ce qu'il contient et voir si cela correspond à ce que tu cherches actuellement. Et maintenant, avant de nous quitter, j'aimerais revenir une dernière fois sur l'idée principale de cet atelier. Donc nous arrivons à la fin de cet atelier. J'aimerais que tu repartes avec une chose très simple. La prochaine fois que tu te surprendras à penser « je vais le faire moi-même, ce sera plus simple », ne cherche pas immédiatement à t'empêcher de le faire. Pose-toi simplement une question supplémentaire. Qu'est-ce qui est réellement plus simple ici? Est-ce que la tâche est réellement plus rapide à faire toi-même? Ou est-ce que faire toi-même te permet surtout de savoir exactement ce qui va se passer? C'est cette petite différence peut t'apporter énormément d'informations sur ton fonctionnement. Parce que tu peux découvrir ce que tu prenais pour un problème d'organisation, de délégation ou même de personnalité est parfois lié à quelque chose d'autre, la manière dont ton système nerveux cherche à maintenir suffisamment de sécurité face à l'incertitude. Et comprendre cela ne veut pas dire que tu dois tout changer demain. Cela te permet déjà de commencer à observer autrement. Merci d'avoir pris le temps de suivre cet atelier jusqu'au bout. Si tu souhaites approfondir ce que nous avons abordé, tu trouveras sous cette vidéo donc le lien vers mon programme Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur proposé à 27 euros. Et si cet atelier t'a fait penser à une autre entrepreneur qui porte énormément de choses seule, tu peux lui partager cette vidéo. Pense également à liker la vidéo si elle t'a été utile et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Merci pour ta présence et je te dis à très bientôt. Et n'hésite pas à poser tes questions sous la vidéo. À bientôt.